Salut à tous. Alors hier je parlais à un ami et il m'a dit trop fort, j'ai croisé une Porsche 911. J'ai essayé d'en savoir un petit peu plus et il n'a pas su me donner plus d'informations. Je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'avoue que moi quand je parle de Porsche j'aime que ce soit précis. C'est-à-dire que moi si je croise une 911 j'aurais plutôt tendance à dire j'ai croisé une 997.2 Targa 4S quoi. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Vous l'aurez compris, le but, c'est de parler des désignations des modèles Porsche. Bon, cette vidéo, ça va être un condensé d'informations qui sera autant pour le néophyte qui ne sait pas faire la différence entre un Cayman et une 911 que pour le Porschiste invétéré qui s'y connaît bien. Je pense que pour chaque personne, il y aura quand même au moins une petite information à prendre. Ça reste intéressant à regarder. Bon, tout a commencé dans les années 30. À l'époque, Porsche est un simple bureau d'ingénierie finalement et ils ont un système de désignation qui est très simple. C'est-à-dire un projet, un numéro et on incrémente un par un. C'est-à-dire que le premier projet, c'est le projet 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc chaque moteur, chaque boîte de vitesse qu'ils font pour une autre marque, prend un numéro. On arrive au projet 64, qui est la première voiture complète créée par Porsche, qui est une voiture de course. Et on en a parlé un petit peu dans les news récemment, puisqu'elle est repassée en vente, elle est passée aux enchères. Un peu plus tard, avec ce système de désignation, on a le Porsche 111, qui est un tracteur. Et puis, bien plus tard, le 8 juin 1948, on arrive au projet 356. Bon, vous l'aurez compris, c'est la première voiture de série créée par Porsche, la Porsche 356. Bon, de nos jours, on a tendance à appeler ça des phases. Vous savez, à chaque grosse amélioration, facelift, etc., on parle de phases. À l'époque, on appelait ça des types, et la 356 a eu le droit à 4 types, la pré-A, A, B et C. Petite anecdote assez drôle, juste avant la sortie de la A, juste pour les dernières pré-A, Max Hoffman a eu l'idée de badger les toutes dernières pré-A, donc en gros pour faire du déstockage, les renommer Continental, ce qui permettait d'attirer un petit peu plus le client américain. Alors oui, ça a attiré le client américain puisque les voitures se sont plutôt bien vendues au départ, mais très rapidement ça a surtout énervé la Ford Motor Company. Forcément, la Ford Motor Company possède la marque Lincoln. Lincoln, c'est une marque qui produisait déjà sur le sol américain un modèle Continental. Ils ont donc porté plainte. Porsche a eu quand même le temps de vendre quelques Continental et à l'heure actuelle, ce sont des modèles qui s'arrachent parmi les collectionneurs. C'est aussi grâce à ce fameux Hoffman, importateur nord-américain pour Porsche, que le premier Speedster a été créé. En fait, Hoffman trouvait que la 356 était un peu cher pour le marché américain puisque l'équivalent chez MG et Triumph était beaucoup moins cher. Il a donc demandé à Porsche de créer une version sous-équipée mais qui pourrait vendre beaucoup moins cher. Et c'est la création du Speedster, modèle qui a eu particulièrement de succès en Californie, puisque la plupart des équipements qui ont été retirés, c'était surtout des équipements contre le froid. C'est aussi sur le modèle 356 qu'on a apposé pour la première fois le nom de Carrera. Alors en fait, c'était un hommage à la Carrera Panamericana, une course mexicaine dans laquelle Porsche a été particulièrement bonne dans les années 50. À l'époque, ça désignait le vraiment haut de gamme du 356. À l'heure actuelle, c'est complètement le contraire puisque une 911 Carrera, c'est vraiment l'entrée de gamme chez 911. Bon, dans la même logique d'incrémentation des numéros chez Porsche, on a eu quelques modèles de compétition, notamment la 550 Spider qui introduit donc le nom de Spider et la 718 RS qui elle également introduit le nom de RS. C'est assez marrant parce qu'on est déjà à quelques minutes dans la vidéo, on a expliqué Carrera, on a expliqué RS, on a expliqué Speedster, on a expliqué Spider et pourtant on n'a toujours pas parlé de 911. Du coup, les mecs qui disent que Porsche est 911 ou rien, va falloir revoir un petit peu l'histoire de la marque. D'ailleurs, c'est à la création du modèle 911 que Porsche a finalement lâché son système d'incrémentation. En fait, le but c'est de pouvoir collaborer avec la marque Volkswagen. Et Volkswagen utilisait déjà un système de numérotation et il fallait être compatible avec ce système. Porsche s'est rendu compte que les numéros en 900 n'étaient pas encore utilisés par la marque, donc tout simplement, ils les ont utilisés pour eux. Porsche, assez pragmatique, a décidé que le 6 cylindres s'appellerait 901 et le 4 cylindres s'appellerait 902. On est en Allemagne, on est chez Porsche, il faut que ce soit droit, simple, efficace. Bon, Porsche a eu le temps de produire seulement 82 Porsche 901. En effet, Peugeot avait déjà déposé tous les noms de modèles de voitures
à 3 chiffres avec un 0 au centre. Donc 901 et 902, c'était déjà à Peugeot. Porsche a dû trouver une solution efficace, rapide et bon marché pour régler ce problème. Ils ont donc décidé de simplement dupliquer le 1 et de le remettre à la place du 0. C'était le plus simple pour notamment toutes les imprimeries qui étaient en train de marcher à pleine vitesse pour imprimer toutes les brochures des voitures. Heureusement pour Porsche, la 902 n'a jamais eu le temps de sortir sous ce nom, elle est directement sortie sous le nom de 912. C'est en 1967 que Porsche introduit la première 911 Targa. Alors en fait, le but c'était de contourner une loi américaine qui interdisait les voitures avec un toit complètement ouvert, donc les cabriolets traditionnels. C'était pour une raison de sécurité. Ce que Porsche a décidé de faire, c'est simplement mettre un arceau en alu avec une vitre à l'arrière qui était en plastique qu'on pouvait retirer. Donc on avait vraiment l'impression d'avoir un cabriolet, mais ce n'était pas le cas. Pour être tout à fait précis, la Targa est également sortie avec une vitre en verre à l'arrière qui n'était pas escamotable. Quelques années plus tard, en 1973, Porsche décide de sortir une version homologuée route de sa voiture de compétition, la 911 RSR. Elle s'appellera la Carrera RS et c'est la première de la fameuse lignée des RS. C'est en gros l'équivalent actuel d'une GT3 RS. En 1967, la 912 sera remplacée par la 911T, qui est une version allégée et un peu moins puissante, mais en 6 cylindres de la 911E. C'est donc le nouvel entrée de gamme chez Porsche. Donc la gamme se décrit comme 911T de 125 chevaux, ensuite on a la 911E 150 chevaux, et finalement le haut de gamme, la S en 180 chevaux. Bon, il n'y a jamais eu de 913 chez Porsche, par contre en 70 est sortie la 914. À la base, la 914 devait sortir en 4 cylindres sous la marque Volkswagen et en 6 cylindres sous la marque Porsche. Finalement, Volkswagen finit par abandonner le projet et laisse Porsche un petit peu dans la mise. Et finalement, à la vente, la 914 6 cylindres sortira avec un prix beaucoup trop proche de la 911T. Se vendra très peu et dès 72, on arrêtera la production. La 4 cylindres ira jusqu'en 1976. Bon, la 911 continue d'évoluer au fil du temps, au fil des années. On passe par pas mal de types A, B, C, D, E, F. Et finalement, on arrive à la fameuse type G. On parle souvent de la type G parce que c'est celle qui produit vraiment une cassure dans la lignée des 911. Elle change complètement esthétiquement. Les autres types, il y avait quelques petits changements, mais c'était assez minime. Mais sur la type G, les changements sont vraiment drastiques. En fait, c'est encore une loi américaine qui va produire ce changement. En fait, les Américains vont demander aux constructeurs automobiles de créer des pare-chocs capables de protéger tous les organes de sécurité, comme les phares par exemple, pour un choc qui va jusqu'à 5 miles par heure. Donc forcément il faut des pare-chocs beaucoup plus gros. C'est aussi comme ça que Volvo s'est retrouvé avec ces fameux pare-chocs accordéon que l'on connaît tous. D'ailleurs, cette loi est toujours en vigueur et c'est pour ça que sur certains modèles, on se retrouve avec des pare-chocs un peu boudins, bizarres, notamment sur la Bugatti Chiron, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est vraiment par rapport à cette loi que les constructeurs sont obligés de rajouter ce type de pare-choc. 1974, c'est également l'année où Porsche propose pour la première fois une 911 Turbo. Alors, autant en Europe, elle s'appellera 911 Turbo, autant aux États-Unis, elle est commercialement proposée comme une Porsche 930, c'est-à-dire un modèle complètement à part entière. Et c'est pour ça qu'elle garde encore aujourd'hui ce petit nom de 930, alors que finalement c'est simplement une type G Turbo. Bon, pour la petite anecdote, en 1975, Porsche décide de ressortir des cartons la 912 en 4 cylindres. Alors, ils la ressortent sur une carrosserie de type G, mais par contre ils gardent le 4 cylindres et ils l'appelleront la 912E. Ça fera un flop, ils en vendront que très peu, elle restera au catalogue vraiment pas longtemps. Un an plus tard, en 1976, Porsche remplace la 914 par la fameuse 924, première Porsche à moteur avant. Elle a le droit à plusieurs versions intéressantes, notamment une version turbo. Elle sera remplacée en 82 par la 944 et en 92, donc 10 ans plus tard, par la 968 qui restera en production jusqu'en 94. La 968, c'est un modèle que beaucoup de personnes ont oublié quand même, elle est restée en production très peu de temps, puis il y a une petite ressemblance avec la 928 sortie en 1977. La 928, c'était un modèle plus luxueux, plus grand tourisme, avec son gros moteur V8 et elle devait à terme remplacer la 911. Finalement, ça ne s'est jamais fait. C'est d'ailleurs sur ce modèle 928 que Porsche va créer la désignation GTS pour Gran Turismo Sport, qui est une version encore un petit peu plus puissante, encore un petit peu plus luxueuse et encore un petit peu plus typée Gran Turismo. Porsche stoppe la production des 928 en 1995 et c'est donc la fin des coupés qui étaient plus haut de gamme que la 911. D'ailleurs, l'histoire de la 928 est super intéressante.
En plus, il y a un club qui m'a envoyé un bouquin super intéressant qui retrace toute la genèse du modèle. On n'est vraiment pas à l'abri de retrouver une vidéo là-dessus dans les mois à venir. En 1986, Porsche sort sa première supercar ou vitrine technologique, c'est la 959. C'est en gros la maman de la Carrera GT qui est sortie en 2003, ou encore la 918 Spider sortie en 2013. Mais bon, là je vais un petit peu vite, retourner en 89, car en 89, c'est l'heure de remplacer la 911 et la 930. La remplaçante se nomme en interne la 964, bien que le nom de 911 soit gardé commercialement. On reconnaît principalement la 964 grâce à ses pare-chocs beaucoup plus clean que la Type G et à ses gros clignotants en partie basse. Bon, autant la 911 classique, elle a une durée de vie énorme de 25 ans, autant la 964 est remplacée seulement après 4 ans de durée de vie. Et elle est remplacée par la mythique, l'indémodable, la superbe 993. C'est une des 911 préférées de la plupart des Porschistes. Ce qui est assez compréhensible en fait, puisque on est sur un mix pratiquement parfait entre une moderne et le charme de l'ancienne. Puis c'est aussi la dernière refroidie par air, ce qui pour les puristes Porsche, c'est super important. Bon alors esthétiquement, les phares avant gagnent en angle, les feux arrière remontent un peu. En gros, elle garde le style 911, mais ça la modernise énormément. On en profite également pour introduire des versions 4 roues motrices avec la Carrera 4 et la Carrera 4S. C'est aussi avec la 993 que Porsche nous offre la première version homologuée de la 911 Turbo de compétition. C'est en gros une GT2 RS avant l'heure, mais à l'époque, elle s'appellera simplement 993 GT. La production de la 993 s'arrête en 98 pour laisser place à la mal aimée, la 996. Quelque part, elle avait tout pour déplaire celle-ci. Déjà, on est en refroidissement par eau. Bon, il n'y avait pas vraiment le choix. Au bout d'un moment, il faut passer sur des systèmes un peu plus modernes. Mais quelque part, ça casse un petit peu l'âme de Porsche. Ensuite, il faut le dire, on perd un petit peu en qualité des matériaux et en qualité de fabrication sur ce modèle. Esthétiquement, elle se lisse peut-être aussi un petit peu trop. Et puis, je suis désolé, mais ces phares avant, surtout sur la phase 1, ça va pas du tout. Mais le pire pour les clients et pour l'image de marque, c'est le fait que énormément de pièces soient partagées avec l'entrée de gamme, le Porsche Boxster, qui sort pratiquement au même moment. Alors la Porsche Boxster, c'est la première Porsche à ne pas porter de numéro commercialement, parce qu'elle s'appelle simplement Boxster. Mais en interne, on l'appelle quand même la 986. C'est assez pratique parce que c'est juste une dizaine de moins que la grande sœur, la 996. Bon, elle a beau pas plaire à tout le monde, la 996, elle s'est quand même relativement bien vendue, hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle représente pas mal la gamme Porsche telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire l'entrée de gamme avec Carrera, ensuite Carrera S, ensuite Carrera 4 et Carrera 4S, ensuite Turbo et Turbo S, et puis la gamme GT avec la GT3, GT3 RS et GT2. Oui, à l'époque, elle s'appelait GT2, elle s'appelait pas encore GT2 RS. En 2004, c'est la 911 997 qui sort. Cette fois, on récupère les phares ronds, on a une qualité de production qui est un petit peu supérieure, et surtout, on prend plus de personnalité par rapport au duo Boxster et Cayman. La 997 bénéficie d'une phase 2 à partir de 2009, qu'on appellera la 997.2. On la reconnaît parce qu'elle a des pare-chocs un petit peu différents. Et puis la grosse nouveauté de cette phase, c'est enfin le remplacement de la boîte Tiptronic par une PDK. On a aussi des flat 6 un peu plus modernes pour cette version. Bon, en parallèle, Porsche sort le Boxster et le Cayman 987 en 2005, et puis le 987.2 en 2009. Bon, du coup, d'un côté, on a un coupé 2 places, toit dur fixe avec moteur central arrière. De l'autre côté, le Boxster, à peu près la même chose, simplement au lieu du toit fixe, on a un toit en toile. La gamme est assez simple, elle se divise en Cayman, Cayman S et Cayman R. De l'autre côté, on a Boxster, Boxster S et Boxster Spider, sachant que le Cayman R et le Boxster Spider ne seront disponibles qu'à partir de la phase 2. Bon, tout ce beau monde est remplacé en 2012 et la 911 prend la dénomination 991. Les Boxster et Cayman prendront la dénomination 981. C'est sur cette version de la 911 qu'on a eu le droit à la fameuse 911R. On était à la toute fin de la phase 1 de la 991, donc la 991.1, et en fait Porsche avait plein de pièces de GT3, GT3 RS, de Carrera, etc. Ils savaient plus trop quoi en faire, et ils ont décidé de faire cette édition spéciale pour tout refourguer. Donc à la base, c'était une édition qui devait pas avoir énormément de succès, et finalement, ça s'est enflammé complètement et Porsche n'a pas vraiment su suivre. C'est-à-dire que les toutes premières 911R, il y avait des pièces qui étaient
pas forcément digne du modèle comme on le connaît aujourd'hui. Heureusement, tout a été assez rapidement rectifié chez Porsche. Bon, la gamme des Boxster et Cayman 981 évolue un petit peu au fil du temps. On a notamment la GTS qui arrive en 2014, qui est une version un petit peu plus luxueuse, un petit peu plus puissante, un petit peu typée Grand Tourisme. C'est ma voiture actuelle. Et un an plus tard, il y a le Cayman GT4 qui sort. Ici, on a vraiment un jouet de circuit, hein, c'est vraiment un track-toy qui est disponible uniquement en boîte manuelle et qui est encore plus puissante qu'une Cayman classique. C'est en gros l'équivalent sur un Cayman d'une 911 GT3. Les Boxster et Cayman 981 seront remplacés en 2016 par le 982 et là ça se complique énormément puisque autant Porsche utilise effectivement 982 en interne, autant commercialement ils ont décidé d'utiliser 718 en hommage à une voiture de compétition sortie dans les années 50 qui était elle aussi en 4 cylindres. Donc c'était pour faire le lien et pour expliquer un petit peu, attention les gars, on met un 4 cylindres dans les 718, mais dans l'histoire de Porsche ça marche, etc. En réalité, tout le monde avait oublié l'existence du 718, donc bon, ça marche pas tellement. Mais on comprend l'idée commerciale qu'il y avait derrière. La 718 voit également la gamme s'élargir, puisque c'est l'introduction des Boxster T et Cayman T, qui vient en gros se positionner entre un Cayman S et un Cayman GTS en gros. C'est une version qui est censée être allégée et plus typée performance. C'est une version sur laquelle on peut décider de ne pas avoir la clim, de ne pas avoir l'autoradio et de ne pas avoir les poignées de porte. Et pour cela, vous payez un peu plus cher. Du coup, pour l'instant, la gamme 718 ne comporte que 4 niveaux, mais ça devrait changer assez rapidement puisque le 718 GT4 va sortir assez rapidement. Cette année, nous avons également vu le remplacement de la Porsche 991.2 par la 992 qui est actuellement disponible que en Carrera S et Carrera 4S. Alors évidemment, la gamme va s'élargir dans les années à venir. Bon, vous avez maintenant une meilleure idée de comment ça fonctionne chez Porsche avec les différents modèles et les différentes finitions. Là où ça se complique un petit peu, c'est que chaque finition n'est pas disponible sur chaque modèle et surtout, certaines finitions sont compatibles les unes entre elles. Je m'explique. Imaginez, vous voulez une Porsche 911 991, mais vous la voulez en finition GTS, avec le toit Targa et en 4 roues motrices. Pas de problème, je vous présente votre 911 Targa 4 GTS. Alors ça complique un petit peu les choses, certes, mais au moins ça vous permet de savoir exactement ce que vous avez devant vous. Bon, par contre, il y en a qui optent pour les débadgeages, on se retrouve avec aucune information sur l'arrière de la voiture. Heureusement, il y a quelques petites astuces pour quand même connaître le niveau de finition de la voiture. Déjà, rien qu'au niveau des étriers. Si on a les étriers noirs, on est sur un modèle de base. Si on a les étriers rouges, on va plutôt être sur une version S. Si on a les étriers jaunes, c'est quelqu'un qui a opté pour l'option freins céramiques, qui sont des freins un peu plus performants. Et si on a les étriers verts fluo, ça c'est une version hybride. Par contre, attention, il y en a qui se laissent avoir par les spoilers. Il faut absolument pas se laisser avoir par ça, parce qu'on peut avoir très bien une version de base, c'est-à-dire une Carrera, mais avec un aérokit qui fait que la voiture va ressembler à ça. Là, on est sur une 997 qui pourrait ressembler à une GT3. En fait, pas du tout. On est sur une simple Carrera S avec un aérokit. L'inverse fonctionne aussi, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une Porsche 911 GT3, mais sans aileron. C'est ce qu'on va appeler le pack Touring. C'est un pack qui est sorti il y a vraiment peu de temps, qui vous permet de virer l'aileron et d'avoir une boîte manuelle. En gros, ça vous permet de recréer une 911R. Alors j'ai volontairement laissé de côté tous les modèles liés à la compétition parce qu'il y en a eu à la pelle et on s'en serait pas sorti dans la vidéo. Autre modèle que j'ai laissé de côté, c'est les Panamera, Cayenne et Macan. Alors pour moi, c'est des modèles Porsche à part entière et donc je vais les inscrire dans le tableau. On a les 3 Cayenne, les 2 Panamera et le Macan. J'en ai pas parlé avant parce que je trouvais que détailler leur histoire c'était moins intéressant que les modèles plus sportifs de la marque. Bon, quoi qu'il en soit, ce schéma je vais le rendre disponible sur le Facebook de la chaîne et sur la boutique Teespring si vous voulez acheter un poster. Ce sera pas disponible tout de suite parce que je voudrais le retravailler un petit peu et le rendre un peu plus présentable parce que là je trouve qu'il est pas au top. Il devrait être disponible dans les jours ou semaines à venir. Comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut!